Henri Atangana, Dr Yam a peint un tableau, notamment des éléments qui ont été faits jusqu'ici grâce à la participation et au concours de la Fédération de Russie. Il a évoqué d'autres projets qui sont en cours, des projets importants pour ce pays, soulignant que la visite de travail qu'effectue le vice-ministre russe de la Défense, il s'agit notamment de Yunus et Kourov, est bien sûr axé sur la défense et l'économie. Je vais revenir sur un des éléments qui a été bien sûr évoqué par l'ambassade de la Fédération de Russie en RCA. La partie russe a confirmé sa volonté de continuer à coopérer avec le peuple centrafricain pour renforcer la sécurité dans le pays. Des accords ont été conclus sur l'élargissement de la coopération dans les domaines de la défense et de l'économie. Est-ce que, à travers, comme je le soulignais, l'aperture faite par Dr Yamtimba et au regard de ce qui précède, on peut souligner que la relation entre le Centrafrique et la Russie est l'image même de ce qu'un pays peut avoir comme transformation du moment où, bien sûr, il travaille avec la Russie, ou sinon souligner que cette relation est sinon la meilleure ou l'une des meilleures qui puisse exister pour un pays africain, étant comme le socle d'une émergence réelle. Oui, meilleur, pas meilleur, je ne sais pas si... Jusqu'ici. Vous me recevez? Jusqu'ici par exemple, parce que vous avez dit peut-être pas le meilleur, mais jusqu'ici, au regard quand même des changements qui sont en cours de ce côté. Oui, oui, j'étais justement en train de répondre jusqu'ici, mais il faut, en géopolitique, en géopolitique, il faut toujours regarder le- les réalités de façon, de façon, sous la lumière des intérêts réciproques. C'est-à-dire que nous avons tendance, Africains, à regarder les choses sous la lumière de nos besoins, et rien que de nos besoins. À cet effet, moi j'ai toujours pensé que c'était la meilleure relation possible pour les pays africains, et je l'ai toujours dit, la Russie, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire dans la réalité géopolitique actuelle. C'est ponctuel, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est ponctuel? Nous reviendrons tout de suite là. Nous allons revenir à ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie et l'Europe. Ces trois pays, les gens oublient souvent qu'ils étaient des alliés pendant les deux dernières guerres. Donc, forcément, les États-Unis étaient alliés à l'Europe, étaient alliés à la Russie. Oui, parce que c'était les vainqueurs de la guerre. Puis s'est installée la guerre froide. C'est installée la guerre froide parce que les deux puissants de la guerre froide, la Russie et les États-Unis, se sont regardés en chaîne de faïence. Parce que c'est l'histoire même de l'Europe. Quand il vous parle du piège de Thucydide, c'est-à-dire qu'en fait, dans la mentalité européenne, à partir du moment où je suis puissant, je regarde le pays qui essaie de me rattraper et les risques de guerre avec ce pays-là sont énormes. C'était une petite parenthèse pour le regard général. Revenons maintenant, c'est une petite digression, je précise toujours pour ceux qui ont toujours du mal à suivre, pour installer le panorama. Revenons à ce qui se passe en Afrique. Nous sommes en plein XXIe siècle où la Russie, qui était une grande puissance, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une puissance qui s'équilibrait avec les États-Unis pendant la guerre froide, et d'abord était un pays vaste, plein de ressources, mais qui n'éprouvait pas le besoin de développer une diplomatie puissante avec les pays africains, mais qui aidait. Parce que je rappelle quand même en passant que pour les UPCistes, les UPCistes étaient à tendance russophile. J'utilise des mots, vous avez remarqué que j'utilise mes néologismes. C'est-à-dire que je leur donne un contenu. Parce que si vous utilisez un mot différent, ça peut mal se passer. Les mots actuels.
Ils peuvent être interprétés dans un contexte non pas du sens que vous voulez donner. Mais voilà. Donc, ils ont aidé, par exemple, l'armée de libération du Cameroun. Ils ont aidé, même si le résultat était ce qu'on sait, ils ont aidé l'armée de libération de l'Algérie. Ils ont aidé en Afrique du Sud pour essayer de sortir de l'apartheid et tout ça. Donc, bref, c'était une parenthèse. Mais la Russie n'était pas fortement engagée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en parle très, très souvent aux derniers événements. Avant la guerre en Ukraine, ou l'opération spéciale de la Russie menée en Ukraine, on a demandé aux pays africains de voter pour condamner la Russie. Alors qu'en général, ils votaient pour nous à l'ONU. Ils ne demandaient jamais ce qu'on pense. Et là, j'avais dit aux gens, faites attention. N'importe quel chef d'état-major anticipe que cette guerre peut dégénérer en guerre mondiale. Et n'importe quel chef d'état-major se demande s'il a les moyens de tenir la distance, comme on dit en boxe. C'est-à-dire arriver jusqu'à la fin de la guerre. Et il manquait quelque chose aux Européens, c'était les hommes. Parce que la mentalité actuelle est telle que les Occidentaux, même les Américains d'ailleurs, en premier, les Occidentaux n'ont pas envie de voir revenir les cercueils d'un front de guerre. Sauf si vraiment ils se sentent obligés d'aller en guerre. Et ça s'est passé exactement comme je l'ai dit. Tous les pays qui ont condamné la Russie, on leur a demandé de participer à l'effort de guerre. Et qu'est-ce qu'on aurait demandé aux Africains? C'était les hommes. On aurait servi de chair à canon. Et d'ailleurs, pendant la guerre en Ukraine, l'Ukraine a essayé de faire des démarches dans plusieurs pays africains pour avoir des hommes. Encore une fois, on voulait des tirailleurs africains, des tirailleurs sénégalais. Très bien. Donc, la Russie a compris une chose du point de vue géostratégique, c'est-à-dire que sa puissance, c'est-à-dire que même si c'est un pays puissant, ce pays doit développer des relations avec d'autres pays et c'est un boulevard pour la Russie et les pays africains. Je dis un boulevard, pourquoi? Parce que les autres pays occidentaux n'y ont appliqué que l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Voilà. On se retrouve alors avec la Russie qui ne connaît pas ces modèles-là, qui d'ailleurs a été victime, les Slaves ont été les premiers victimes de l'esclavage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit en anglais a slave, il faut dire un esclave. Parce que le mot esclave dérive de slave. Un esclave est un slave en captivité. Les gens pensent souvent que les Noirs, enfin la traite transatlantique, parce qu'il ne faut pas confondre l'esclavage et la traite et les traites des hommes. On parle de traite des hommes quand il y a des mouvements, des grands mouvements d'hommes d'un point à un autre. Là, on va parler de traite. Et quand on dit esclave, en général, ça peut être les esclavages qui étaient localisés, c'est-à-dire ce qu'on capture pour la guerre. Enfin, je ne vais pas développer ça, ça prendrait trop de temps, mais je fais le picture, je fais la photo de ce que c'est. Très bien. Donc, vous avez dans ce pays-là qui n'a pas participé à ces choses-là et qui a besoin de tisser les relations avec le reste de l'Afrique dans le cadre d'un équilibre de force au sein des BRICS, tout en sachant que les BRICS avaient déjà commencé à équilibrer les forces, c'est-à-dire la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie. Et ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Sud global, les Occidentaux l'appellent aujourd'hui Sud global, a besoin du Sud. D'où la nécessité que la Russie a développé, du point de vue purement géostratégique, des relations. Donc sa puissance est telle que, même si elle n'a pas besoin des tirailleurs africains, mais elle ne peut pas permettre que ses concurrents aillent puiser de la main de la chair à canon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si elle n'en a pas besoin, mais si ceux qui veulent l'attaquer peuvent trouver un endroit pour aller puiser de la chair à canon, on se souvient de ce qui s'est passé en Deuxième Guerre mondiale, parce que les Occidentaux sont venus puiser de la chair à canon en Afrique pour combattre l'Allemagne nazie, qui était très puissante militairement et très puissante du point de vue technologique. Pour rappel, les premiers missiles qu'on a vus étaient des missiles allemands. Les gens étaient tellement surpris qu'on appelait ça des bombes volantes. Donc voilà. Donc du point de vue géostratégique, la Russie a besoin de ne pas laisser en tout cas que toute cette puissance reste aux mains des autres. Donc elle a un intérêt géostratégique à venir tisser des relations solides avec les Africains.
nous aussi, nous avons un intérêt géostratégique parce que eux, contrairement aux autres, nous apportent des armées. Je rappelle en passant que les armes ne s'achètent pas comme des tomates. Il ne faut pas penser que vous avez de l'argent, vous allez vous acheter une arme. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand un pays fabrique des armes, d'abord, il ne va pas les vendre aux pays qui sont susceptibles de lui faire la guerre. Même quand les pays sont susceptibles, sont ses alliés, comme à l'OTAN, il ne faut pas aller penser que les États-Unis vont vendre tout leur matériel en France. Non, non, oui, du matériel petit qu'ils peuvent neutraliser. Et quand ils vendent ce matériel, ils essaient de le diminuer. Quand la France vend ses Mirages à l'Arabie Saoudite, c'est pour avoir de l'argent. Mais ce n'est pas des Mirages qui ont toute la capacité des avions de guerre français. C'est réciproque. Voilà. Donc, il y a donc ce besoin-là, cette nécessité que la Russie a de développer ses relations du point de vue géostratégique. Mais les armes et tout, enfin, la Russie elle nous permet d'avoir des armes, en tout cas pour pouvoir combattre les terroristes, pour pouvoir, en tout cas, assurer notre défense. Mais dès que vous dites ça, les armes ne se donnent pas. Donc, il faut déjà avoir un partenaire qui vous les vend, ou les développer. Et comme les armes ne se donnent pas, ça implique forcément des relations économiques. Entre pays, c'est ça qui crée la balance des paiements. Parce que si vous ne vendez rien à la Russie va venir vous apporter des armes, vous allez être endetté. Et comment vous faites pour payer? Pour payer, il faut forcément pouvoir avoir du rouble. Donc, forcément pouvoir équilibrer le volume d'échange entre les deux pays de façon à pouvoir aussi payer. Donc, la nécessité des rapports économiques. Moi, j'ai regardé ça, j'ai plutôt regardé ça de ce point de vue. Vous avez vu que je suis resté du point de vue macro. Je ne suis pas rentré dans la microéconomie, surtout dans la macroéconomie, expliquer pourquoi, du moment où géostratégiquement ils ont besoin de nous, ça favorise, ça permet de solidifier les rapports. Nous avons besoin d'eux parce qu'eux sont capables de donner des armes à minima. 60 ans après les indépendances, vous voyez bien qu'on s'entraînait avec des bâtons. Vous avez vu ce qui s'est passé en République centrafricaine, vous avez vu ce qui s'est passé au Congo, l'ex-Zaïre, où l'armée de Kabila, avec des gens pieds nus, sont venus prendre un pays. En République centrafricaine, il y a très peu de pays en Afrique centrale qui avaient une armée. Le Tchad, parce que le Tchad faisait face à une guerre au Sahel qui avait duré beaucoup de temps. Paul Biya, parce que lui, il avait un regard géostratégique différent. Je connais d'ailleurs très bien les partenaires israéliens. Je ne suis pas israélophile, mais de la France. Mais bon, globalement, un pays doit développer déjà, doit avoir des forces armées. Et le pays qui peut nous vendre des armes s'appelle la Russie. Et nous avons donc besoin d'équilibrer le volume des échanges, donc d'établir des rapports économiques. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qu'on leur propose aussi. Et à mon avis, c'est ça qu'ils mettent dans un package appelé rapports économiques. C'est-à-dire, quand ils ont fini de signer des contrats, ils disent, ouais, nous aussi, on peut vous procurer ça, ça, ça et ça et ça. Tout en sachant que la Russie est un pays qui a très peu de besoins, mais qui a besoin de nous pour des raisons géopolitiques qui sont par là.